Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 29 et je lui en suis très reconnaissant avec une amie personnelle, une amie de l'Odyssée, Fabielle Angèle. Bonjour Fabielle. Bonjour Farouk. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Tu es bien assise et donc tu es en pleine forme. Bravo. Avec Fabielle Angèle, eh bien, il faut dire qu'elle est la présidente de la Fédération du Bas-Rhin de la LICRA. Et depuis 3 ou 4 ans maintenant, nous avons une collaboration qui s'appelle les écrans de la fraternité. Et donc tout ce qui touche à la dénonce, tous les films qui touchent ou qui évoquent la dénonciation du racisme, de l'antisémitisme, eh bien, sont l'objet de projections débat. Et c'est un des rendez-vous qui, à l'Odyssée, nous tiennent particulièrement à cœur. Alors, chère Fabielle, je voudrais juste que tu commences par nous dire, la LICRA, c'est le diminutif de quoi exactement? Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Attends, je tourne le bouton du son pour que tu parles un peu plus fort. Voilà. Donc Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et aujourd'hui lutte contre toutes les formes de discrimination. De discrimination, bien. Alors, la LICRA, c'est une association ou une structure qui est ancienne. 1927. C'est une vieille dame. Mais plus que très respectable et bientôt centenaire, mais et toujours jeune dans sa capacité à s'indigner et à dénoncer toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Alors, au jour d'aujourd'hui, je voudrais peut-être que tu nous rappelles un peu un tableau général de la question où est-ce qu'on en est dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est difficile à dire parce que les chiffres sont différents effectivement depuis quelque temps. Si on compare à ce qui s'est passé il y a 10-20 ans par exemple, on a l'impression qu'il y a une augmentation du racisme, l'antisémitisme, d'autres formes de discrimination. Ce qui est nouveau, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette libération de la parole qui fait qu'on a l'impression que le racisme, le rejet de l'autre ont augmenté ces dernières années. Mais c'est aussi parce que sur les réseaux sociaux, d'abord il n'y a pas de régulation, puisque la fameuse loi Avia n'a pas été votée, il n'y a pas de régulation ou très peu de régulation, et puis les gens sur les réseaux sociaux se lâchent. Ils ont l'impression d'être d'une impunité qui fait que le discours de haine a pris vraiment une forme très très importante ces dernières années sur Facebook, mais aussi d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire, si je comprends bien, il n'y a pas forcément plus de sentiments racistes et de discrimination, mais comme il y a une parole qui est plus intense, une parole publique, je veux dire, par le biais des réseaux sociaux, eh bien, il y a une visibilité qui est plus grande. Tout à fait. Une visibilité, et donc c'est aussi le danger pour les plus jeunes, les plus fragiles, qui lisent des choses qui vont des propos haineux, des propos racistes, jusqu'au complotisme et aux fausses informations. Et tout ça, c'est par les réseaux sociaux. Donc moi, celui que je connais le mieux, c'est Facebook, mais il y en a d'autres, il y a Twitter, il y a maintenant pour les plus jeunes TikTok, je crois. Oui, Instagram. Donc cette multiplication des réseaux sociaux fait aussi qu'il y a multiplication des propos racistes. Et il y a même parfois des événements qui sont retransmis en direct parce que vous n'êtes pas uniquement contre l'antisémitisme, mais aussi contre toutes les formes de discrimination. Je parlerai un peu après, y compris l'islamophobie, mais hier soir je voyais une émission qui s'appelle La Fabrique du mensonge, et on a vu qu'en Nouvelle-Zélande, ce terrible attentat où une espèce de crapule, la psychologie plus que douteuse, a tué 51 personnes et qu'il en a fait un événement Facebook qui a été suivi pendant 15 minutes sans que personne ne lance une alerte en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Alors, si on doit un tout petit peu préciser les différents champs qui justifient l'intervention de la LICRA, est-ce que tu peux un peu cataloguer, même si le mal ne se catalogue pas, mais enfin, quelles sont les différentes formes
du racisme et des discriminations? Bon, c'est évidemment difficile à dire, hein. Ça dépend beaucoup des régions aussi. Bon, alors là, je vais parler du Bas-Rhin. Oui. Une des activités, la première activité tout de même qui a été connue pour la LICRA, c'est l'accueil des victimes. Donc, nous, on fait nos propres statistiques et conclusions, on tire nos propres conclusions des victimes de racisme que nous recevons donc dans les bureaux de la LICRA. Alors les différentes formes, en Alsace en tout cas, évidemment l'antisémitisme, le racisme anti-musulman, le racisme anti-noir et l'homophobie. Ce sont, je dirais, les 4 formes les plus fréquentes que nous rencontrons. D'accord. Et, mais en tout cas, l'antisémitisme, c'est ce qu'il y a de très, plus historiquement, anciennement ancré, y compris en Alsace, mais c'est pas le monopole de l'Alsace, avec des formes plus nouvelles. C'était interdit et c'était considéré comme un péché, voire une maladie, l'homosexualité. Donc là, c'est peut-être plus nouveau. Mais est-ce qu'on voit qu'il y a une différence ou c'est toujours la même qualité ou l'absence de qualité en termes de violence et de propos haineux pour ces 4 rubriques? Alors pour les 4 rubriques, le point commun, ce sont les propos haineux. J'en parlais sur les réseaux sociaux ou dans des milieux dédiés, hein, dans des milieux universitaires, par exemple, scolaires. Ça va être la violence par la parole. Pour l'homophobie et l'antisémitisme, en plus, il y a la violence physique, mais qui va jusqu'au crime. Les crimes, en tout cas antisémites, on en a connu ces 20 dernières années. Donc, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Sarah Halimi, même si c'était quand même, ça a été reconnu comme un crime antisémite, même si le criminel était en fait en bouffée délirante et ne pouvait pas être jugé. Mais ça reste un crime antisémite. Pour les musulmans et puis le racisme anti-noir, ce qui a énormément augmenté, c'est les discriminations à l'emploi, discrimination au logement. On ne peut pas dire que, dans le cas de l'homophobie, de l'antisémitisme, il n'y a pas de discrimination ou peu au logement, par exemple, ou à l'emploi. Quoique pour l'homophobie, je ne suis pas sûre. Pour l'antisémitisme, c'est la violence. D'ailleurs, Delphine Orvilleur a dit que les mécanismes de racisme contre les juifs ou les homosexuels étaient à peu près les mêmes. Alors que les mécanismes anti-musulmans, anti-noirs, et historiquement, tout à fait. Du nazisme. Et à l'époque du nazisme, exactement. Donc, ces différents racismes prennent différentes formes et s'expriment différemment. C'est pour ça qu'on lutte un petit peu différemment selon le cas. Maintenant, il n'y a pas de hiérarchie dans le racisme. Le racisme est un délit, et quel que soit le racisme, c'est un délit, c'est le même délit. Donc, la LICRA se veut universaliste dans son combat contre les racismes et les discriminations. Ce qui est très bien et très juste, bien sûr. Moi, tu le sais, j'ai moi-même été la cible d'un attentat, c'était il y a 11 ans, en septembre 2010, avec ma voiture brûlée, des croix gammées, la maison qui a failli prendre feu. Mais ce que je voudrais dire, j'ai parlé d'islamophobie avant, c'était en fait une époque de turcophobie, si on veut, puisque il se trouve que je suis né en Ankara et que j'ai la double nationalité, historiquement turc d'abord et ensuite français, mais la nationalité française que j'ai adoptée parce que je trouve que les principes républicains sont formidables en France et qu'ils méritent d'être défendus. Mais le problème avec l'islamophobie, c'est que bien sûr il y a des préjugés terribles contre les gens, disons, qui se définissent comme des croyants musulmans, ce qui est parfaitement leur liberté. Mais il y a aussi un terreau malsain de mouvements islamistes qui essayent d'utiliser cela pour tirer dans un autre sens et qui essayent d'avoir le monopole de la représentation des victimes de l'islamophobie. C'est des intégristes dangereux, on les a vus, et ils sont contre l'égalité homme-femme, donc ce qui est une forme de discrimination.
ils pensent que l'homosexualité est un péché et une maladie, ils sont pour la répression du blasphème, et souvent ils disent que eh bien, les lois de la République devraient, ou les lois du système politique dans les régimes où ils sont, c'est la même chose en Turquie malheureusement, c'est pour ça que je suis sur la liste noire, que je ne peux plus y retourner, eh bien, sont ce qu'elles sont, mais que les lois de leur interprétation de l'islam prévalent. Et donc, c'est vrai que ça demande une intervention avec plus de doigté, c'est-à-dire il faut évidemment condamner tout ce qui est islamophobe, mais en même temps, ne pas penser que certains qui prétendent agir au nom de la lutte contre l'islamophobie, il faut bien voir que ce sont rien d'autre que des activistes intégristes qui veulent mettre d'autres valeurs en place. Et malheureusement, disons que en France, le mouvement des intellectuels n'est pas capable d'avoir une approche avec doigté de cela. Ou alors il y a ceux qui mettent tout dans un même bloc, ou alors ceux qui disent, bon ben, puisque les musulmans sont victimes de préjugés, eh bien on accepte que ceux qui parlent en leur nom, sans faire de droit d'inventaire, en quelque sorte, eh bien ils sont... Est-ce que ça te choque ce que je viens de dire? Non, c'est tout à fait... Dommage. C'est tout à fait vrai. La conséquence, en fait, de cet état de fait, c'est premièrement l'amalgame. Oui. Que... C'est l'amalgame que les gens font contre les musulmans. Et peut-être certains musulmans qui n'ont pas su suffisamment s'en défendre. Et puis c'est pas eux de se justifier. Hein. Je veux dire, on a un musulman, voilà, il respecte sa religion et c'est tout à fait bien. Mais il doit respecter les valeurs communes. Tout à fait. Mais je pense que certains, je peux en parler d'autant plus ouvertement qu'on a des musulmans à la LICRA, on a des musulmans avec qui j'en parle tout à fait de manière sereine, et c'est vrai qu'ils se sentent souvent un peu attaqués, un peu mis, oui, il y a cet amalgame qui est très désagréable pour eux, je les comprends. Moi je me mets à leur place, je pense que c'est pas si facile, surtout face à un groupe qui est finalement l'islamisme politique, je rajoute vraiment le mot politique parce que c'est une utilisation voilà, c'est une utilisation odieuse et perverse d'ailleurs de tout ça. Ça marche très bien. Ça marche, tu as cité les intellectuels, mais c'est aussi beaucoup d'erreurs politiques qu'on se fait autour de ça. Il y a beaucoup de démissions, oui. Et quand on voit tout à fait. Que c'est Le Pen qui est le défenseur de la laïcité, les bras t'en tombent. Complètement. C'est incroyable. Et là, je crois qu'on a perdu, enfin certains partis politiques, je ne vais pas les citer, certains partis politiques ont perdu la bagarre de la laïcité, justement. Ils n'ont pas su être fermes sur ces valeurs-là, sans tomber dans l'angélisme, au contraire, dans l'amalgame le plus complet. Mais tu penses que c'est rattrapable? Eh bien, c'est rattrapable, mais il va falloir des personnalités fortes qui savent en parler de manière forte. Et je ne sais pas si on les a aujourd'hui, peut-être pas, peut-être qu'elles sont présentes, mais ne les connaissons pas encore. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que, en tout cas, moi personnellement, je suis en manque de ces paroles-là. Enfin, on a vu aussi que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Sans mauvaises pensées, on peut faire de grosses erreurs et puis accorder des concessions à des islamistes politiques très dangereux, ça c'est clair. Et on est bien placé à Strasbourg pour l'avoir vu. Mais est-ce que tu penses que toi tu disais oui, il faut qu'il y ait des personnalités fortes, mais tu sais, c'est ce mouvement dialectique, tu m'excuseras d'avoir ce côté encore marxiste ou marxisant qui ne me déplaît pas à moi personnellement, c'est mon choix et je le partage avec moi-même. Les leaders ou les hommes politiques, ils sont aussi l'émanation d'un niveau de conscientisation de la société. C'est-à-dire c'est aussi une sensibilité, une vigilance, une mobilisation de la société qui rend possible l'émergence de leaders ou d'hommes politiques forts. Et en contrepartie, des hommes politiques forts peuvent aussi soit entraîner la confusion dans une société, soit au contraire un renforcement citoyen. Voilà. C'est un cercle vicieux. Mais que faire? Il faudrait... ça c'est un débat politique. Hein. Que faire pour que les
politiciens représentent vraiment d'abord des courants d'idées, on va parler des idéologies. On manque peut-être d'idéologie en ce moment, d'idéologie forte, qui soit à la fois qui les représente, qui ne soit pas manipulable par le plus grand nombre, mais qui ne manipule pas non plus le peuple. Donc, je trouve que c'est difficile. Il y en a il y a certains partis ou certaines personnalités politiques qui pensaient qu'il ne fallait pas de cumul de mandats, qu'il fallait un seul mandat. On essaie de trouver des solutions pour que. Mais voilà, c'est pas. Je pense que c'est très très difficile aujourd'hui. Oui, mais moi je pense que la solution au départ vient de la société civile, c'est-à-dire de la mobilisation citoyenne. Bon, aujourd'hui tout le monde se gargarise du mot citoyen, etc. Oui. Mais c'est vrai que ça a du sens et que c'est une mobilisation citoyenne qui rend possible un processus de clarification politique et donc un renforcement et une certaine tenue, c'est un mot que j'aime beaucoup, dans le comportement individuel et collectif des gens qui sont à l'intérieur d'une même société. C'est dans ce cadre que nous faisons les écrans de la fraternité, dont on parlera un peu après. Ce que je voulais te demander aussi, chère Fabielle, F-A-B-I-E, 2-L-E et pas Fabienne, pour que les choses soient claires. Parce que parfois, d'ailleurs c'est pour ça que je laissais ce léger murmure que vous entendez, un peu comparable au bruissement des vagues dans une mer agitée ou caressée par le vent. Eh bien, cette soufflerie que vous entendez, c'est le murmure rassurant de la protection sanitaire des 5 purificateurs d'air qui permettent toutes les 10 minutes de filtrer, grâce au filtre H14, l'ensemble de l'air et donc de retenir les aérosols jusqu'à 0,1 micron. Et comme tu le sais, chère Fabienne, je ne te ferai pas l'injure de te le rappeler, le coronavirus, il a une taille de 0,3 micron, donc il est retenu dans les filtres, et là, il passe de vie à trépas, et c'est tant mieux. Alors, puisque je parle du coronavirus, quel est le regard que tu poses sur toute cette période de crise sanitaire? Qu'est-ce que ça a mis en avant comme enjeu, comme problème, comme défi pour la vie citoyenne? Il y a plusieurs choses. Alors, si je le regarde pas avec les yeux l'ICRA, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, cette augmentation, moi qui m'a déprimée souvent au cours de ces 12 derniers mois, cette augmentation de propos haineux un petit peu partout. Et moi, je trouve que, j'ai eu l'impression que la pandémie augmentait un petit peu ces réactions d'ignorance qui conduisent à des propos haineux, à des préjugés, à des propos complotistes. On en a parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déprimée quand même. Je me suis dit, le travail de l'ICRA, il n'est pas terminé, ne le mois pas, et voilà, il va falloir continuer. J'espère, en étant un peu optimiste, que c'était une période particulière et que peut-être les choses revenant à la normale, on aura un petit peu moins de cette haine sur les réseaux. Donc ça a été ma vision l'ICRA en tout cas des choses. Alors de manière plus personnelle, j'ai été déçue, même si au départ on a eu l'impression d'un sursaut comme ça de solidarité. Au fil des mois, je crois qu'on a perdu cette solidarité, cette envie de solidarité en tout cas, et de fraternité, enfin tout ce qui fait les valeurs que je défends en tout cas, qui semble un petit peu s'évanouir là au fil des mois, et ça c'est très décevant. Non, mais je crois qu'il y a plusieurs choses. Je me permets de donner ma réaction à tes propos, avec lesquels je suis globalement tout à fait d'accord. Je crois que quand il y a une période de crise, et en l'occurrence c'était une crise sanitaire, il y a toujours une confusion qui est liée au désarroi, à la désorientation des gens. Et là, c'est vrai que c'était une crise qui n'avait absolument pas été anticipée, je veux dire, par l'opinion publique, parce que dans des rapports de la CIA notamment, depuis 2005, on parle du fait qu'il va y avoir le 21e siècle risque d'être le siècle des pandémies à cause de cette planète qui a été bousillée par la course au profit. Il faut appeler un chat un chat. Et que donc, du coup,
dans ce désarroi, chacun s'accroche ou croit pouvoir s'accrocher à la branche qui est à portée de la main. Et il y a donc toute une gangue, un fatras qui vient encombrer l'exercice individuel et collectif de la réflexion. Et donc, c'est vrai que, mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de solidarité, que ce soit le personnel soignant auquel il faut rendre hommage, que ce soit les gens qui, sans tergiverser, ont fait pour les commerces dits essentiels, c'est-à-dire la nourriture, les pharmacies. Et j'aurais pu dire ah non, moi je demande un droit de retrait, parce que c'est trop dangereux. Eh bien, ça a été fait. Et bien sûr, je ne veux pas rentrer dans une espèce d'angélisme imbécile, rousseauiste, si on veut. C'est-à-dire l'homme est capable du pire comme du meilleur. Il n'est ni bon ni mauvais, c'est les circonstances et les habitudes de comportement qui viennent. Mais est-ce que ça a renforcé les discriminations, d'après vous et l'analyse de l'ICRA et d'après toi, oui. les crises sanitaires, et en quoi? Ça a renforcé le premier racisme qui est apparu, dont on parlait très peu auparavant, c'était le racisme anti-asiatique, par exemple. Oui. Et ça, c'est vraiment dû au virus, avec ce virus qui vient de Chine, voilà, où d'un seul coup... Du coup, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont responsables. Alors qu'ils sont les premières victimes. Alors qu'ils sont les premières victimes. Alors c'est un racisme qui s'exprime peut-être pas beaucoup chez nous, mais enfin à Paris, dans la région parisienne, en tout cas énormément, avec de la violence. Pas juste des propos racistes, hein, beaucoup de violence. Et le reste, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis pas sûre que ça a augmenté. J'ai pas une grosse voix, c'est vrai. Ça a augmenté certains comportements racistes, via les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Hein. La haine, toujours pareil, la haine de l'autre, le rejet, mais je dirais plus le complotisme quand même. Alors ça, par contre, ça a vraiment augmenté pendant cette période de pandémie, où on accuse le système du bouc émissaire. Hein, en fait. Voilà, tout à fait. Hein, donc ça s'est réapparu pendant cette crise, et tu as raison, des crises de ce type, il y en aura d'autres. Malheureusement, il y aura d'autres boucs émissaires. Donc il y a du pain sur la planche. Ah oui, de toute façon. Alors je voulais aussi te demander, je vais être un peu provocateur, ça t'obligera à parler fort. Nous faisons les écrans de la fraternité. En tant qu'Odyssée, nous en sommes très contents, et moi encore plus à titre personnel. Mais à quoi ça sert? L'Allemagne, qui a été le terreau du nazisme, l'Italie, un peu avant, qui a été dans les années 20 du XXe siècle, le terreau du fascisme, le continent européen en général, parce que c'est sur le continent européen qu'on a massacré 6 millions ou un peu plus. D'ailleurs, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est l'horreur indicible de cette première dans l'histoire, qui a toujours été laide, faite de massacres, de pogroms, mais là c'était vraiment avec des moyens industriels incroyables. Eh bien, ce sont des continents cultivés, où il y a une certaine forme de civilisation, ou en tout cas où on croit qu'il y a une certaine forme de civilisation. Et ça a été, c'est pas dans des sociétés, entre guillemets, ça c'est aussi d'ailleurs une vision raciste des choses, il y aurait des sociétés plus évoluées et des sociétés moins évoluées. Je suis persuadé que les communautés indiennes aux États-Unis, qui étaient les primo-arrivants en quelque sorte, eh bien, avaient beaucoup plus d'un espèce de civilisation que le cynisme de ces Européens venus sur un nouveau continent, qui les massacraient à tire-larigot. À quoi ça sert, au fond, de s'appuyer sur la culture, alors que c'est dans les pays censés être les plus cultivés qu'il y a eu les formes de barbarie les plus extrêmes. Donc est-ce qu'on ne fait pas quelque chose, on se fait plaisir, on fait du nombrilisme, on se caresse le nombril, et c'est une question qu'on s'est toujours posée, nous, à l'Odyssée. Je crois qu'il ne faut pas se la poser, il faut
pas se la poser. Je pense que ma raison de continuer à utiliser la culture des arts, parce que là on parle de la culture des arts. Pour moi, la culture, c'est quelque chose d'encore plus général. Les cultures des arts, en tout cas, mais aussi culture intellectuelle, culture des technologies. Oui, il faut continuer ce combat-là. Il faut pas oublier que on peut mettre sur presque un même niveau le nazisme, l'islamisme politique. Les dirigeants sont des gens extrêmement intelligents, je pense, et comme tu dis, qui ont une certaine culture, mais qui ont aussi effacé notre culture, puisque le nazisme, il y a eu l'art dégénéré, on a caché certaines cultures. Donc ce sont des gens qui utilisent de manière complètement maléfique et perverse, je pense, la culture, pour convaincre peut-être des gens moins cultivés ou des gens qui ont moins accès à la culture d'un bien fondé d'une action, des actions des nazis ou voilà, l'islamisme politique, ou en France, peut-être l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle le populisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cultivés, mais ils choisissent une forme de culture. Nous, soit l'Odyssée, ou ce que moi je souhaite qu'on puisse toujours continuer, c'est une culture vaste. On ne choisit pas. Si on devait choisir qu'en fonction de nos idées politiques, toi et moi, peut-être qu'on ne montrerait pas toujours les mêmes choses. On est ouvert à la discussion. Je pense que le nazisme en Allemagne ou l'islamisme politique aujourd'hui ne sont pas ouverts à la discussion et à l'ouverture d'esprit. C'est en fait une mauvaise utilisation, en tout cas une utilisation très perverse de la culture, je pense. Oui, en tout cas, l'intégrisme chrétien n'a pas été ouvert à la discussion. À l'époque non plus, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ça qui est très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements de centre de gravité. Par exemple, la civilisation arabo-musulmane, comme on dit, elle était plus avancée qu'une certaine forme de barbarie ici, en Europe. Et l'intégrisme juif est aussi tous les intégrismes, critiquable, c'est clair. Non, mais ce que moi je voulais dire, c'est que la culture ne bloque rien, n'empêche rien. On peut être très cultivé, on sait que quelqu'un comme Heinrich, c'était un virtuose, musicien virtuose. J'étais des gens qui étaient très cultivés, les SS, je ne parle pas des SA, c'était plutôt c'était la gang un peu grossière et brutale, mais un certain nombre de dirigeants. Ce qui est bizarre aussi, c'est que par exemple, on a montré ensemble le film La femme au tableau, avec Hélène Mirren, qui s'appuie sur un fait divers réel. Et c'est intéressant, on a vu à cette occasion que la femme, enfin ça parle d'un tableau de Klimt qui faisait le portrait d'une personne de la bourgeoisie juive autrichienne, bien installée à Vienne au début du XXe siècle, et que ce tableau a quand même retenu l'attention de Göring, des nazis, et que les nazis l'ont gardé simplement en lui changeant son nom, la femme en or, le tableau de la femme en or. Mais donc c'est aussi l'hommage du vice à la vertu, d'une certaine manière. Oui. Mais la culture et l'art, et la parfaite connaissance de l'art, ne freinent pas les actes barbares. C'est ça qui est vraiment une question qui mérite une réflexion approfondie. Alors, est-ce qu'ils ne les freinent pas, Farouk? Enfin, ils ne les freinent pas chez ces personnes-là, comme tu as dit, il y aura toujours du bien et du mal chez l'être humain. Ils ne le freinent pas chez eux, mais est-ce que la culture ne le freinerait pas dans le peuple? Parce que, enfin, le diktat des préjugés, c'est quand même l'ignorance, c'est quand même un manque de culture. Donc, est-ce que finalement, que ce soit Hitler ou d'autres, n'ont pas utilisé peut-être l'ignorance, enfin, ils ont utilisé l'ignorance du peuple quand même. Donc même si l'État était cultivé, on l'a dit tout à l'heure, c'était quand même une culture bien choisie, ils ont utilisé l'ignorance. On dit toujours quand même que la culture est le meilleur rempart contre l'ignorance. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Oui. Ben, alors gardons-le. Gardons-le. Non, mais parfois on se dit, est-ce que c'est parce que si c'est uniquement pour atteindre des gens déjà acquis, c'est plus en circuit fermé alors. Oui, ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup les actions que nous faisons à l'Odyssée,
avec les scolaires, parce que c'est vers eux qu'il faut se tourner, c'est les enfants, les jeunes. C'est vrai que le soir, on a un public en général acquis, mais de se servir de ces séances pour en journée en faire des séances avec des scolaires, des jeunes, des missions locales, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, ou des guides qui sont venus à des séances ici, là c'est important. Ça, il faut le continuer. Bon, alors donc on va continuer Voilà. aussi longtemps que nous serons ici à l'Odyssée, et si nous ne le sommes plus, Et on le fera là où on sera. Exactement. Voilà. Mais tu as utilisé une forme, enfin un mot qui est, je trouve, très bien. Ils ont utilisé l'ignorance, je dirais même plus, ils ont organisé l'ignorance. Exactement. Pas seulement utilisé un état de fait, mais ils l'ont entretenu, développé. Le mot épanoui n'est pas bien ou enrichir n'est pas bien, mais ils l'ont fait se renforcer, cette ignorance. Alors, quels sont tes goûts de cinéma? Les films ou les auteurs que tu aimes? Tu t'y attendais pas? Non, celle-là je ne m'y attendais pas parce que c'est très vaste. J'étais ce week-end chez mon frère, on s'est plongé dans je ne sais combien de films d'Éric Rohmer. Certains j'aime, certains j'aime moins. Bon, je dirais j'aime tout, mais j'ai des moments, des périodes. Ça va être plutôt les films policiers, les vieux films policiers américains. Là, j'ai regardé aussi des films sur les mécanismes de la justice, dont le film de Coppola, l'idéaliste. Voilà, j'aime beaucoup les films qui traitent de sujets de toute façon d'actualité ou politique, évidemment. Mais c'est par période. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de films, les films de Costa Gavras, si vous voulez. Te dire quel est mon cinéaste préféré, je ne suis pas sûre d'en avoir. Tu les aimes tous à ta manière, voilà, et à leur manière. Oui. J'aime le cinéma. C'est bien, c'est formidable. Et la salle de cinéma a encore un avenir d'après toi, ou parce que je suis sûr que tu n'es pas en allant au cinéma que tu as regardé ces films ce week-end avec ton frère. Absolument. Alors est-ce que la salle de cinéma est condamnée d'après toi? Non, mais peut-être l'utiliser de manière plus large, film, peut-être de la musique aussi. Enfin, tu vois, des projets avec un film, avec peut-être pour appuyer le film de la musique, ou ce qu'on fait, des débats. Ça, les débats, on ne peut pas le faire devant notre téléviseur. Donc, oui, moi je pense que ça reste important. Si, on pourrait le faire en visioconférence, mais ça c'est pas la même chose. Il y a ce côté présentiel qui est important. Moi je trouve que la présence, on ne discute pas de la même façon lorsqu'on est en présence les uns des autres qu'au travers un écran. Enfin, voilà. C'est bien dans certaines circonstances, et là ça a été bien pendant une année. Mais non, la salle de cinéma reste importante. Alors tu vois, nous avons fait cet engagement citoyen de l'Odyssée, mais depuis très longtemps, et pas forcément avec tel type d'association, mais avec tous les types d'associations. Et on a redonné du mouvement au point que ce lieu est devenu l'objet de convoitises. Au fond, ça c'est aussi la réussite. La vie est contradictoire, disait Hegel, et Marx et Engels aussi disaient la contradiction c'est la vie. Donc c'est clair en tout cas que nous avons toujours veillé à ce qu'il y ait toutes les différentes associations, sauf celles qui justifient, légitiment ou cherchent à officialiser tout ce qui relève de l'apologie de la discrimination, de la haine, du racisme et du populisme en tant que mouvement utilisant l'ignorance et renforçant l'ignorance. Tout à fait. Pour s'abriter derrière. C'est tout à ton honneur, et puis j'espère que ça continuera encore longtemps. On verra. Ben écoute, moi je voulais te remercier. Merci et à toi. Je te laisse le mot de la fin FIN et peut-être de la fin FIM puisque midi s'approche. Le mot de la fin, c'est difficile en tout cas, de choses que nos séances des écrans de la fraternité puissent perdurer, s'étendre aussi de plus en plus, comme on l'a dit tout à l'heure avec les jeunes, les scolaires, ici ou ailleurs. Et puis quant aux valeurs que nous défendons, en tout cas à Strasbourg, à la LICRA, oui, qu'on continue, plus fort. Qu'on continue ce combat-là. C'est vrai que quelqu'un
a dit le jour où il n'y a plus de racisme, il n'y aura plus de l'ICRA. Il n'y aura plus SOS Racisme. Mais je crois que c'est pas demain la veille. Donc continuons ce combat-là parce qu'il est important. Continuons à être présents. À être Pour présent être sur le terrain. dans une voilà. situation où notre présence ne sera plus nécessaire. Voilà. C'est ça la dialectique. C'est ça. Voilà. Écoute Fabienne, merci beaucoup. Merci à toi, Farouk. Et à très très bientôt, bientôt dans un prochain rendez-vous des écrans de la fraternité. Tout à fait. Merci. Au revoir.